Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 19e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Sina Gombert, qui est praticienne en médecine fonctionnelle, hypnothérapeute et également professeure en méditation. J'ai récemment découvert Sina via son compte Instagram et j'ai tout de suite apprécié son approche qui est portée sur le lien corps-esprit. Et on va justement aborder dans ce podcast ce qu'est la médecine fonctionnelle ou la médecine intégrative. Et on va voir que c'est une médecine qui est beaucoup plus complète et holistique que la médecine conventionnelle. On va également parler du pouvoir de l'esprit sur la guérison, un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, de par les travaux du docteur Joe Dispenza que j'ai beaucoup étudié. On va également parler d'intuition et de rêves lucides, mais malheureusement brièvement, car Sina après devait quitter le podcast pour une consultation. Mais je compte bien la réinviter prochainement dans ce podcast pour justement pouvoir continuer d'échanger sur ces sujets passionnants, car j'étais un petit peu frustré parce qu'à la fin vraiment on parlait de l'intuition et des rêves lucides, et ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent énormément. Mais on a dû s'arrêter là, donc ce sera pour une prochaine fois. Et en tout cas, je vous laisse déjà avec ce bel échange et je vous souhaite une très belle écoute. Alors moi, j'aime bien commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. En gros, il s'agit simplement que tu partages l'état d'esprit dans lequel tu es, ton mood du moment, que ce soit positif ou négatif, que ce soit quelque chose de bien. Et puis s'il y a quelque chose qui te stresse, qui te pèse, bah, tu es libre de le déposer avant qu'on commence notre échange. Avant qu'on enregistre? Non, au début. Ouais, en fait, c'est le petit tour d'inclusion, c'est l'introduction pour D'accord. partager un petit peu le mood dans lequel on est. Ok, je vide mon sac, quoi. Voilà. Euh, non, mon mood, il est plutôt très bien. Euh, Après, j'adore aussi tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est en fait travail sur l'énergie qu'on envoie, la loi d'attraction, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, bah, je lis régulièrement des choses et je fais régulièrement des programmes pour apprendre voilà, des nouvelles choses là-dessus. Donc, souvent, je suis portée un petit peu par ce que je fais en ce moment. Donc là, récemment, j'avais fait le programme de José Silva. Je sais pas si ça te parle, mais Non, je c'est connais quelque pas. chose qu'il existe depuis des années. Bah, il l'a fait à partir des années 60 ou 70. Euh, et donc, oui, c'est un programme de développement personnel et développement de l'intuition. Et ça m'a beaucoup parlé. Je trouvais ça super intéressant. Voilà. Mais sinon, mon mood est plutôt optimiste. J'adore le printemps. Euh, Enfin, j'adore aussi l'hiver, mais un petit peu moins. Ça fait du bien J'adore le quand fait même. voilà, qu'on voit un peu plus le soleil, qu'il fait doux. Voilà. Il y a des changements de ma vie perso et de ma vie pro, mais ça fait partie du truc. Donc, non, j'ai un mood plutôt positif. J'ai pas énormément de choses négatives à décharger là tout de suite. Peut-être que ça me viendra Ah au bah, fur et c'est à très bien alors. Écoute, pour moi, faire mon petit tour d'inclusion. Et toi, est-ce que t'as un sac à vider? Alors moi, sac à vider, tout va bien en ce moment. Je suis vraiment dans un bon mood aussi. Je prends vraiment le soleil, comme je te le disais. Il fait très chaud déjà à Nîmes ici. Là, avant notre échange, j'ai fait une petite sieste sous mon figuier. J'adore me prendre, faire une power nap, tu vois, pendant 20 minutes et déconnecter. Ça Tu me as recharge. ton figuier. Ouais, j'ai mon figuier. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est le rêve. Et du coup, pendant de août à septembre, je bouffe que des figues, mais je dois en manger au moins 5 kilos en 2 mois, tu vois. C'est incroyable. C'est un figuier fertile, c'est ça? Ouais, très fertile. Et du coup, en fait, là, à la fin du mois, je décide en fait de complètement casser mon rythme de vie parce que je suis quelqu'un d'assez très routinier. Ça fait 3 ans presque que je suis vraiment, tu vois, tout le temps dans ma cave, dans ma grotte, dans mes projets, très routinier, beaucoup dans le rituel, beaucoup d'autodiscipline. Et en fait, à la fin du mois, je rends mon appartement, je rends mon salaire parce que je suis encore salarié et je pars en sac à dos pour voyager un petit peu dans l'Europe, pour justement tu vois, sortir un petit peu de toutes ces routines que j'ai mis en place. Et je pense que ça te parle parce que bah, quand on a des connaissances sur la nutrition, sur les cycles circadiens, etc., eh ben, en fait, on peut devenir un petit peu rigide. On est un petit peu, tu vois, on va absolument sortir dehors pour prendre la lumière à telle heure, etc. On fait attention à ce qu'on mange, on time tout. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément fait évoluer, mais en même temps, je sens que ça me pèse et j'en ai marre Mhm. d'être dans cette routine.
Mm. Donc, du coup, j'ai décidé de tout casser pour aller un petit peu apprendre à me connaître, à aller goûter un petit peu à l'inconfort et à l'inconnu. Et puis rencontrer aussi plein de personnes parce que j'ai créé peu de relations sociales ces dernières années. Et voilà, je vais en profiter pour rencontrer du monde, voyager, voir un petit peu comment mangent aussi les autres cultures, comment ils se développent, etc. Donc voilà. Génial. Ouais. C'est super. Si tu as besoin que quelqu'un vienne manger tes figues, tu me dis. Euh, enfin, si je peux me rendre utile. Mais Euh, tu sais qu'à Nîmes, il y a des figuiers de partout et il n'y a personne qui les ramasse. Moi, je fais le tour du voisinage. Les figues, elles sont écrasées par terre, ça pourrit, il n'y a personne qui les ramasse. Alors moi, bah, ah, en plus de mon figuier, je vais récupérer d'autres variétés parce que moi, c'est des petites figues plus petites et noires, mais qui sont très sucrées. Et du coup, j'aime bien des fois aller en prendre des un peu plus grosses, qui vont être vertes, mais moins sucrées, mais plus juteuses. ouais. Mais c'est un truc de fou, les gens, ils en mangent pas. Ils préfèrent aller à Intermarché, aller acheter des figues d'Espagne à 10 euros le kilo, plutôt que d'aller. C'est un truc de fou. Moi, tous les ans, je comprends pas les gens, tu vois, c'est incroyable. Et bah oui, c'est dingue. Ou des figues séchées qui, bon, qui certes sont bons, mais rien à voir avec des figues fraîches, quoi. Mais oui. Puis en C'est plus, tu as fou. le plaisir, tu vois, moi j'adore quand les figues, je les mange principalement le matin, soit avec du fromage ou un petit bol de fromage cru ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu sors le matin, pieds nus, tu vas cueillir tes petites figues que tu as besoin, tu remercies le figuier et tu les mets direct dans ton bol. Et ça, c'est un pur bonheur. Ouais. Ça a rien à voir avec le fait d'acheter en magasin. J'en ai échangé hier avec un collègue. C'est ce côté de la connexion avec la nourriture, que ça soit la chose qui vient de la terre, la chose qu'on ramasse, la chose qu'on cueille. C'est vraiment la connexion de le prendre, de le sentir entre nos mains, parce qu'on la perd tellement aujourd'hui, mais même aussi avec la connexion avec les produits laitiers, de ne pas pouvoir Ouais. tirer le lait, de ne pas connaître le laitier ou l'éleveur. Euh, la connexion, tu vois, avec la viande, je pensais à un podcast que j'avais écouté de Aubrey Marcus qui avait raconté que son oncle, quand il était jeune, l'a initié à la chasse. Et donc, en fait, la façon de laquelle il faisait, c'est qu'il partait à un sort de safari pendant 3 4 jours. Et en fait, c'était vraiment tout un rituel où il se préparait mentalement, spirituellement. C'est comme s'ils appelaient un peu l'âme de Mm. l'animal qu'ils allaient chasser ou qu'un chasseur allait chasser parce qu'ils partaient tous à la chasse, mais en fait, c'était pour un chasseur pour que lui, en gros, il chasse son animal. Et une fois que l'animal a été abattu, eh bien, c'était le chasseur, la personne qui l'a tué, qui était responsable de déjà voir que l'animal meurt vite, qu'il ne souffre pas, et que par la suite faire une sorte de prière et par la suite faire tout ce qu'il faut, en gros, entre ce moment où il est là par terre et le moment où il arrive dans l'assiette. Donc, en fait, c'est le chasseur qui va le transporter, qui va enlever la peau, qui va détailler la viande. Et c'est là où, lui, il racontait, c'est là où il a compris la vraie connexion avec la nature, le vrai cercle de la vie. Et c'est un truc qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Comme tu dis, la nourriture, elle est devenue un truc, c'est un objet, en fait. C'est un objet qu'on achète dans une barquette et cette barquette arrive devant nous et en fait, on mange, on le voit en tant que calories, on ne voit pas l'information qui est là-dedans, le vécu qui est là-dedans, toute la sagesse qui est là-dedans. Et je pense que cette perte de connexion, ça fait partie des choses qui font que les gens ils digèrent pas bien ou on a des soucis de plus en plus fréquents au niveau de la digestion et au niveau tu sais, des intolérances, etc. Parce qu'en fait, déjà, souvent, on mange pas l'aliment, on mange quelque chose qui a été l'aliment, mais maintenant, ce n'est plus Mm. vraiment ça. Et en plus, quand on le mange, on n'est pas du tout connecté à ça, en fait. On est devant son portable, on Sur tourne dans... Netflix, on a commandé sur Uber Eats un truc complètement transformé et on regarde la série sans C'est savoir ce ça. qu'on mange. Donc, du coup, on n'envoie pas l'information au cerveau que c'est le moment de manger. Et ça aussi, c'est important parce que souvent, on regarde la télé, beaucoup de gens regardent la télé pendant qu'ils mangent. Et du coup, en fait, l'information n'est pas envoyée au cerveau correctement. En fait, le moment, en fait, c'est-à-dire, bah, là, il y a de la nourriture, donc c'est le moment de manger. Et du coup, vu qu'il n'y a pas la bonne information dans le cerveau, il n'y a pas les bonnes enzymes qui sont sécrétées parce qu'il y a d'autres stimulus à l'extérieur. Et j'avais vu aussi une étude scientifique qui montrait
que le fait de manger avec ses doigts permettait d'améliorer la digestion. Parce qu'en fait, avant Ouais. même que tu le mettes dans ta bouche, en touchant avec le contact, ton cerveau va capter si c'est chaud, quelle texture ça a, si c'est onctueux, liquide, gras, sec. Et du coup, ton cerveau va commencer à envoyer une information au système digestif pour pouvoir sécréter les enzymes favorables à l'alimentation qui va rentrer dans notre corps. Et du coup, moi, pendant longtemps, enfin, ça peut m'arriver. Là, je le fais moins en ce moment parce que ça dépend de ce que je mange. Mais par moi, je mangeais beaucoup aussi avec les mains. Et moi, j'ai Mm. un beau-père qui est indien, qui a vécu à Pondichéry dans son enfance. Et il m'a appris à faire des boulettes avec les mains et à manger avec les doigts. Et je trouve qu'on a perdu aussi cette connexion avec, bah, comme tu dis, complètement avec la nourriture. On fait plus face à la mort aussi. Parce que maintenant, on achète à Tenders. Le poulet, il ressemble plus à rien. C'est tout beau, c'est tout beau, bien packaginé. Et on met ça dans une friteuse ou au four. Et en fait, on voit pas la mort. Donc, on est aussi coupé de ce truc-là, de ce rapport avec la mort. Et c'est un truc qu'on cache un petit peu. Mais après, ouais, c'est devenu le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé de. On sait même plus ce qu'on mange. Oui. On va Bah, voir un écoute, steak haché. moi, Et puis, en je suis fait, super tu as 10. intéressée pardon, Vas-y, on vas-y. était un petit peu décalé. Moi, enfin, si tu peux m'envoyer cette étude, moi, j'aimerais bien la lire. Ouais, Euh, je te la retrouve. Ouais. enfin, ça sonne comme du bon sens, tout simplement, hein, ça sonne complètement logique. Mais du coup, enfin, moi, je suis super ravie que ça soit fait, que quelqu'un a pris le temps et les ressources, parce que c'est toujours très cher de monter une étude scientifique et de la faire publier. Donc, le fait qu'il y a tout ça qui a été publié, moi, je serais vraiment contente de pouvoir la lire. Mais oui, ça sonne tout simplement comme du bon sens. Et effectivement, quand on regarde en Inde, ils mangent principalement avec leurs mains. Moi, je me rappelle, j'étais au mariage de ma sœur, donc qui est mariée à un Indien. Et, euh, et ils étaient super sympas parce qu'ils ont préparé des chaises et des couverts pour les Blancs qui sont arrivés du coup pour les Européens, enfin les Allemands principalement, qui sont venus au mariage de ma sœur. Et eux, en fait, ils étaient bah, assis par terre sur les tapis et dans la position de... Mince, j'ai le mot allemand. En tailleur. En tailleur. Et donc, il mangeait, en fait, avec les mains, souvent en prenant une feuille qui servait de sorte de ramassette. Donc, finalement, on a fini par faire la même chose, bien évidemment, mais c'était marrant de voir que, bon, bah, les Européens, ils savent pas faire. Donc, pour eux, il faut des ustensiles. Il faut un truc pour s'asseoir et il faut un truc pour manger parce qu'ils savent pas faire autrement. Oui. Et oui, on le voit dans beaucoup de cultures, hein. On mange effectivement avec les mains Hmm. et tout ce Et qui est puis, couvert. il y a aussi cette notion de sacré dans l'alimentation qui est très important pour moi. Pour moi, dans ma manière de vivre, l'alimentation, pour moi, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'important. Le moment du repas, c'est quelque chose d'important. Et je prends toujours une attention avant de manger où tu vois, je remercie en fait. Des fois, j'aime bien faire fermer les yeux et d'imaginer un petit peu comment tous ces aliments sont arrivés dans mon assiette, c'est-à-dire le producteur qui a fait pousser les pommes de terre, qui les a emmenées au marché, la viande qui a été abattue, etc. Et j'essaie, tu vois, de faire un petit peu, Mm. m'imaginer en fait comment tout l'aliment est venu jusque-là. Et puis, je remercie tout simplement, je remercie d'avoir cette nourriture, cette abondance. Et après, je commence mon repas. Et c'est quelque chose qu'on a aussi perdu, tu vois, c'est cette notion du sacré. Et je vais en parler dans un autre podcast avec quelqu'un on parlait de, tu sais, de champignons psychédéliques, etc. Et en fait, on disait que tout ce qui avait été sacré, tout ce qui est sacré par les tribus, bah, aujourd'hui, on l'a rendu profane. Tu vois, et beaucoup, on a rendu profane plein de choses, que ce soit le tabac, avant, c'était quelque chose de sacré, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu profane. Médicinal, ouais. Mm. Voilà, médicinales, beaucoup de choses qui sont devenues médicinales, qui aujourd'hui sont illégales. L'alimentation, c'est quelque chose de sacré, c'est devenu profane. L'abattage des animaux, des animaux aussi. Avant, on faisait, comme tu disais, tu parlais de celui qui chassait, tu le fais avec une bonne intention parce que c'est pour te nourrir, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, on a complètement perdu tout ça. Donc, c'est un petit peu tu vois, ce que j'essaie de vraiment dire sur les réseaux, c'est on est vraiment dans un monde en fait où tout ce qu'on veut, c'est consommer au détriment de notre santé. Et ça, je sais que tu en sais un rayon sur ça. Parce que ce qu'on veut, c'est absolument pas notre santé, mais bien sûr qu'on consomme et qu'on rapporte de l'argent.
C'est ce que j'ai appris hier. Donc, j'avais échangé avec ce collègue dont la femme est chinoise et il m'avait raconté que donc en Chine, il y a la médecine occidentale qui vient, mais il y a encore beaucoup la médecine traditionnelle chinoise. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que les médecins traditionnels chinois, en fait, ils sont payés quand la personne va bien. C'est-à-dire qu'on va les voir régulièrement pour faire un point sur sa santé, sur son mode de vie, sur son état. Et on va recevoir des conseils par rapport à tout ça et peut-être par rapport à certaines plantes, comme il travaille beaucoup avec les plantes médicinales. Et tant que tout va bien, en fait, on lui paye. On lui paye parce qu'il fait bien son travail, que la personne va bien. Et par contre, s'il y a une maladie, eh bien, c'est là où il le fait gratuitement, un peu comme le SAV, tu vois. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est exactement la version inverse. En fait, c'est vraiment la prévention. Le but de cette approche, c'est la prévention. Et le professionnel de santé de médecine traditionnelle chinoise, finalement, c'est vraiment un professionnel qui s'occupe de la santé. Donc, tant qu'il travaille bien, la santé est bien. Et si on suit bien ses conseils, la santé doit être là. Et finalement, la maladie, ça serait le fait qu'il y a une déviation de cette prévention. Donc, en fait, c'était là, puisqu'on parle beaucoup en santé publique, on parle beaucoup de la prévention, à quel point c'est important, mais finalement, ça se résume beaucoup à diminuer le risque d'une maladie et pas forcément augmenter la santé. Et ça peut peut-être vouloir dire la même chose, mais pas, pas d'un même angle, en fait. On y arrive pas par la même façon. Et donc, effectivement, chez nous, en Occident, quand on parle prévention, on parle beaucoup du dépistage, des examens de dépistage, des vaccins, mais on parle peu du mode de vie, de l'alimentation, Ouais. de l'hygiène autour du sommeil, de l'hygiène avec les écrans, de la relaxation, de la spiritualité. On parle pas vraiment de toutes ces choses-là. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette autre vision finalement de la santé qui dit, ben, en fait, le soignant, il est payé parce que on va bien. Et si on va pas bien, ben, c'est qu'il y a un bug. Et donc, ben là, du coup, il est pas payé. Je trouvais C'est ça super génial. intéressant. Ouais. Sachant que en Allemagne, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, alors c'est pas une spécialité médicale, mais c'est un diplôme supplémentaire qu'on peut faire. Donc il y a les médecins en Allemagne qui vont faire cette formation-là qui dure deux ans, dont 6 mois obligatoires en Chine. Et bon, même s'il n'y en a pas énormément, hein, c'est pas un truc qu'on voit sur chaque coin de la rue, mais en tout cas, il y en a et cette formation existe, donc qui c'est peut-être bientôt en France. On est un petit peu en retard en France. Oui, peut-être. Et c'est vrai on est très axé aujourd'hui. Enfin, je parle de la France en tout cas. Je pense que c'est beaucoup le cas dans beaucoup de pays. On est encore une fois très axé sur mettre la poussière sous le tapis. Tu vois, cacher les symptômes, mais on s'attaque jamais à la racine. Et on a beau prendre les meilleurs compléments, les médicaments, tout ce qu'on veut, si on n'a pas réglé le problème, si par exemple le problème il est émotionnel, il est digestif ou peu importe, ben, en fait on peut continuer à vitam aeternam à consommer des pilules et des pilules, ça ne changera jamais rien. Est-ce que tu penses toi que tu penses que c'est de la désinformation, par exemple dans le cursus par exemple, des médecins qui sont formés, c'est pas stipulé. Tu penses qu'il y a un intérêt financier de vendre des médicaments pour pouvoir rapporter à Big Pharma? Ah. Je pense que j'ai une vision un peu plus nuancée là-dessus. Eh bien, enfin, notamment parce que, comme je t'avais dit avant, mon fils, il est né avec une maladie qui était très impactante. Et clairement, s'il n'y avait pas de médecine moderne, s'il n'y avait pas de médicaments, s'il n'y avait pas euh, toute la chance qu'on a en France d'avoir accès au progrès de la médecine, il serait mort. Et puis, genre pas comme ça, il aurait souffert longtemps avant de mourir. Donc, je pense que c'est très important de garder en tête qu'il y a une utilité à mon avis, qui est évidente. Et bien sûr que ça dépend de la maladie et du médicament. Il y a toujours
la chose qu'on appelle le balance bénéfice-risque, pas la balance, le ratio bénéfice-risque, voilà, l'équilibre entre bénéfice-risque, mais il y a énormément de cas où les bénéfices sont clairement évidents. Mm. Enfin, toi, tu es, j'espère, en bonne santé et peut-être que c'est quelque chose, du coup, avec lequel tu n'as pas eu de contact et je te souhaite de tout mon cœur que tu n'en auras jamais, ni pour toi, ni pour les personnes autour de toi, les personnes qui qui te sont chères, mais euh, il y a beaucoup de gens pour qui c'est indispensable et pour qui c'est vraiment une grande chance d'avoir l'accès à la médecine moderne et la grande chance qu'on a en France que la couverture de l'assurance maladie est incroyable. Il n'y a aucun autre pays, bon, tu vas le voir hein, en voyageant, où il n'y a aucun autre pays où l'accès aux soins est aussi facile et aussi peu coûteux. Donc, ça, c'était d'ailleurs une des choses qui m'avait beaucoup séduit en France, que le côté social, ce côté, tu vois, de vouloir faire beaucoup de choses pour éviter qu'il y a des niveaux sociaux trop bas qui sont complètement démunis. Il y a bien sûr toujours du travail à faire, on pourra toujours critiquer, mais je trouve que ce côté social en France, que ça soit pour la santé ou que ce soit pour d'autres choses, comparé avec beaucoup d'autres pays, il est incroyablement développé. Donc, je pense qu'il y a une nuance par rapport à ça. Et notamment tout ce qui est grave, tout ce qui est aigu ou tout ce qui présente un risque de la mort ou des conséquences à long terme. La médecine moderne, c'est là où elle brille. C'est là où il faut. Enfin, tu vois, si un jour quelqu'un a un accident, c'est pas le moment de se dire ah non, faut pas que je prenne du Doliprane pour calmer ma douleur. Bah si on calme pas la Ouais, ça, c'est douleur, évident. Ouais. on aura beaucoup plus du mal à se remettre. Donc Ouais. il y a vraiment un lieu et la raison pour le bénéfice de toute cette approche médicamenteuse. Les lobbies pharmaceutiques, alors, nier que ça existe et nier que ça joue un rôle, ben, je pense qu'on n'est plus dans le monde de bisounours. On sait que ces lobbies sont aussi présents au niveau des instances officielles. Il y a des gros dossiers qui courent. Donc, on sait que certaines recommandations données aux professionnels de santé sont forcément influencées par ces lobbies. Et on le voit aussi par rapport à l'état en fait de certaines études scientifiques qui sont publiées, qui sont complètement en désaccord avec certaines recommandations. Donc on peut se demander pour rôle, mais je pense que c'est important de bien garder en tête il y a il y a un bénéfice incroyable de la médecine moderne. Tu m'entends encore parce que j'ai Alors, ça l'impression a coupé, que ouais, tu as fait. Voilà, c'est bon, tu es revenu. ok. T'avais coupé un petit peu. Ok, donc voilà, ça c'était la nuance que j'aimerais apporter. Après, je pense que pour tout ce qui est partie chronique, problème chronique de la santé, et notamment des choses qui sont pas forcément déjà diagnostiquées comme maladie, mais qui sont un peu des symptômes des gènes qu'on porte, où je pense que ça serait beaucoup plus intéressant dans tout ce qui est prévention, santé publique, ça serait plus intéressant d'y porter attention. Et c'est là où je trouve que c'est dommage en France que les professions comme les diététiciens, comme enfin les diététiciens au moins c'est réglementé et c'est bien promu, mais je pense qu'on pourrait le promouvoir encore plus. Et tout ce qui est par exemple naturopathie, ou dans les pays comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, ce sont des professions réglementées et il y a quelque chose de vraiment global qui va assurer que ce sont des professionnels de santé. En France, comme c'est une profession non réglementée, c'est tout à fait normal que les gens ils savent pas quoi faire, quoi. Ils savent pas Hmm. qui croire, à qui faire confiance, et peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a des très bons, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas bons du tout, parce que c'est pas réglementé. Et donc c'est là où je me dis, ce serait intéressant de travailler sur le fait que ce type de profession qui travaille majoritairement sur le mode de vie, sur l'alimentation, l'hygiène de vie, les coachs autour de la santé, autour de développement personnel, si ça pourrait être intégré
à la prise en charge médicale, si ça peut être quelque chose qui devient vraiment, même pas complémentaire, mais quelque chose auquel on pense directement. Ouais. Donc, si quelqu'un vient parce qu'il a des problèmes digestifs, bah, le médecin, il fait son bilan, il fait toute la prise en charge nécessaire et en même temps, sans attendre qu'il y a un accompagnement aussi bah, par un diététicien, par un coach, par un naturo. Je pense que ça serait l'idéal. Après, Ah oui, je te rejoins tout à fait, ouais. Encore une fois, c'est un tout, c'est holistique, enfin, tu vois, il y a beaucoup ce mot qui ressort aujourd'hui sur Instagram ou tous les coachs holistiques, parce qu'en fait, il faut prendre en compte toute la personne. Et ça, c'est peut-être le reproche de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire que on va pas vraiment s'intéresser au style de vie de la personne, à son environnement, qui a beaucoup d'influence sur elle, et on va se cantonner peut-être à donner le même traitement et du coup, en fait, ça sera jamais peut-être le même résultat parce que l'environnement de la personne est différent. Ce côté épigénétique qui est quand même pas mal important pour la santé de l'individu. bah, alors, après, il y a bien sûr cette idée en médecine qu'on considère tout de la personne, c'est juste que la façon de laquelle c'est organisé, que ça soit à l'hôpital ou en ville, enfin, je ne sais pas si tu as déjà été à l'hôpital, mais euh, enfin, les professionnels de santé, ils ont pas le temps, ils sont tellement débordés, on coupe tout le temps des moyens, enfin, donc c'est impossible d'avoir le temps pour pouvoir mettre ce type de choses en place, même si c'est l'envie. Et pareil en ville, on entend bien qu'il y a de moins en moins de médecins, qu'il y a de plus en plus de déserts médicaux et que euh, bah, quand il y a un médecin qui doit voir, je sais pas, 5 ou 6 personnes par heure, bah non, il n'a pas le temps de faire, de, de poser peut-être toutes les questions qu'il aimerait poser parce que aussi, enfin, tu vois, s'il a 10-15 minutes par personne et là, quelqu'un vient avec un bébé qui a une otite, bah, le temps d'examiner le bébé et de faire des prescriptions nécessaires, bah, les 10-15 minutes, ils sont écoulés depuis longtemps. Donc, je pense que c'est aussi le côté d'organisation et c'est là où je me dis, c'est assez compliqué d'attendre qu'un médecin soit d'un côté ultra disponible pour voir une multitude de gens et d'autre côté on travaille à peu près 48 heures par jour pour pouvoir faire, tu vois, le truc global de on traite votre urgence et après on s'occupe de tout ce qui n'est pas urgent. Enfin, en tout cas, dans les conditions actuelles, c'est impensable. D'autant plus que, ben, enfin, on voit bien le mouvement des grèves des médecins. Enfin, en Europe, ils sont les moins payés en France, alors que Mm. ils n'ont pas moins de choses à faire. Donc, je pense que c'est compliqué en tout cas dans les conditions actuelles, d'attendre plus que ce qui est déjà fait. En revanche, euh, bah, soit, moi j'aime bien par exemple le modèle qui existe dans certains pays, aux États-Unis, en Allemagne ça commence à venir, en Angleterre ça commence à venir. Il y a la spécialité médicale qui se développe, qui est la médecine intégrative. Donc il y a des professionnels de santé qui vont faire cette spécialisation et dont la prise en charge médicale va s'occuper de ça, va s'occuper de ce côté intégratif, holistique, selon comment on veut l'appeler. Euh, Parce que c'est quelque chose qui, pareil, a été bien cadré, réglementé et validé dans ce pays-là. Et la médecine fonctionnelle, quand elle était fondée aux États-Unis, donc c'était il y a un peu plus de 30 ans, c'était exactement l'idée que tu partages. C'était que la même maladie, chez des personnes différentes, peut avoir des causes différentes. Et vice-versa, la même cause peut donner des symptômes différents chez des personnes différentes. Mm. C'est-à-dire que chez quelqu'un, on prend un truc tout bête, mais on va prendre genre stress, un stress au travail. Et bien, chez une personne, ça peut se montrer comme montée de tension, une hypertension ou un problème cardiaque. Et chez une autre personne, ça peut se montrer comme trouble digestif. Alors, enfin, c'est ultra simplifié hein, comme idée, mais finalement, c'est ça, c'est que le même facteur, le même impact n'aura pas forcément la même présentation chez deux personnes différentes.
Ouais, Et je comprends tout à ça, fait. c'est-à-dire que si on a deux personnes avec, par exemple, de l'hypertension, et ben, chez l'une personne, peut-être que le facteur principal peut être le stress, mais chez l'autre personne, le facteur principal peut peut-être être un surpoids, voire une obésité, alors qu'elle n'est pas particulièrement stressée. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Encore une fois, c'est ultra simplifié, hein, parce que typiquement, on n'a pas une cause, on a tout un réseau. Mais voilà, c'est exactement cette même idée, c'est que même si on a des facteurs qui vont revenir pour tout le monde, on va faire finalement les mêmes points au niveau alimentation, hygiène de vie, exposition toxique. Euh, euh, on va dire les facteurs qui impactent sont plus ou moins les mêmes dans notre monde parce qu'on vit tous dans le même monde, mais la façon de laquelle c'est vécu dans le corps est effectivement différente d'une personne à l'autre. Ouais, carrément, je comprends. Est-ce que justement tu peux développer un petit peu la médecine conventionnelle? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est vrai que j'ai pas mal vu ce terme sur les réseaux, sur d'autres personnes. Par exemple, j'écoute aussi pas mal les podcasts de Georges Mouton, je ne sais pas si tu connais, Oui. qui parle de médecine fonctionnelle, mais je t'avoue que je ne sais pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle et quelle est la différence avec la médecine traditionnelle? Euh, avec la médecine conventionnelle, tu veux dire? Euh, Ok. Conventionnelle, pardon, pas traditionnelle. Alors, la médecine fonctionnelle, donc c'était un terme qui est inventé il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui existait depuis longtemps. C'est pas comme la médecine traditionnelle chinoise où ça fait des milliers d'années. Donc, c'était un terme qui était défini ou inventé, si tu veux, par une équipe de médecins et de chercheurs aux États-Unis qui voulaient en fait former des médecins euh, pour leur apporter cette vision qu'on vient de discuter, cette vision un peu plus en réseau. Plutôt que la vision de on a trouvé un symptôme, une cause et on va traiter ça. Donc une vision un peu plus linéaire, ça leur paraissait peut-être trop linéaire dans la médecine conventionnelle. Ils ont très vite défini que c'est uniquement pour accompagnement des maladies chroniques, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir faire ça pour tout ce qui est aigu ou urgent, ou tout ce qui a besoin d'un traitement conventionnel. Et ils ont très vite aussi, enfin en même temps, c'était défini que ça ne doit pas remplacer le traitement de la médecine occidentale validée et conventionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas là pour dire bah, ce traitement-là que vous avez, il est inutile parce que on va faire autre chose. C'est plutôt quelque chose qui devait être en complément et qui est toujours en complément. Et c'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler, donc de pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui ont pu influencer ou qui ont pu participer à l'installation d'un symptôme, d'une gène ou d'une maladie chez une personne, de pouvoir corriger ces facteurs, donc dans le mode de vie, dans le fonctionnement naturel, le fonctionnement physiologique du corps. Et par conséquence, pour certaines personnes, le besoin à ce moment-là d'un traitement médical peut diminuer. C'est-à-dire, dans notre exemple ultra simplifié, la personne qui souffre de l'hypertension parce que elle vit énormément de stress et elle n'a pas de capacité de le gérer, bah, une fois qu'elle l'apprend et qu'elle met en place, cette capacité, il est très possible que sa tension diminue et que peut-être elle aura besoin de moins de traitements médicamenteux, voire pas du tout. Encore une fois, c'est un exemple ultra simplifié, ça marche pas pour tout le monde comme ça, mais l'idée c'était ça. L'idée c'était de travailler sur les facteurs de notre environnement, donc alimentation, hygiène de vie, mouvement, cercle social, exposition à la nature, travailler sur notre environnement interne, équilibre hormonal, microbiote, et donc de travailler plutôt sur le soutien de ce qui est physiologique, sur le soutien de la santé, en parallèle avec la médecine conventionnelle qui, elle, a plutôt l'idée de vouloir traiter la maladie, traiter le symptôme. Je ne sais pas si tu vois la différence entre ça. Tu Je vois, vois un donc peu, ouais. si on a un enfant, par exemple, qui fait beaucoup d'otite, eh bien, euh,
qu'est-ce qu'on va lui souvent proposer comme traitement? Si ce sont des otites qui sont bactériennes, le médecin va prescrire un antibiotique parce qu'autrement, il y a un risque que l'inflammation, pardon, l'infection, elle atteint les structures osseuses et qu'elle peut même atteindre le cerveau. Donc, il va lui prescrire le traitement qui vise à traiter l'infection. Si cette personne ou sa maman plutôt ou son papa vont consulter en accompagnement de médecine fonctionnelle, on va pas leur dire ah bah non, faut pas prendre les antibiotiques. Non, 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 surtout pas parce que il y a bien une utilité de ce traitement. En revanche, on va dire comme c'est récurrent, comme c'est quelque chose qui revient et qui revient et qui revient, peut-être qu'on peut regarder quels peuvent être les facteurs qui favorisent le fait que le système ORL est plus fragile et plus inflammé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces facteurs? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir en fait les réponses immunitaires de cet enfant, de cette personne. Et donc là, on va se pencher sur son alimentation, son apport en nutriments, en micronutriments, on va se pencher sur son hygiène de vie, etc. Donc, l'idée, c'est pas quelque chose qui remplace la médecine conventionnelle. Et clairement, il n'y a rien qui la remplace. Mais c'est quelque chose qui est pensé en accompagnement, en travaillant. Donc là, je donnais vraiment des exemples très simples, mais il y a forcément des exemples plus complexes comme l'endométriose, comme syndrome de l'intestin irritable, comme les problèmes des maladies auto-immunes où on va chercher donc des différents facteurs qui peuvent participer. Ok. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Si, j'ai bien compris, ouais, merci beaucoup. Et j'avais une question. Est-ce que, par exemple, si on a un symptôme physique, je prends un exemple, intestin irritable ou un problème au niveau digestif, parce que parce que la source est liée à un côté émotionnel, peut-être à un trauma ou quelque chose de vraiment émotionnel qui n'a rien à voir avec le physique, est-ce qu'on peut quand même le traiter ou diminuer les symptômes avec le physique, alors que c'est quelque chose qui est émotionnel et qui n'est pas, euh, c'est pas matériel en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lié à un style de vie, à une hygiène de vie. Peut-être que la personne elle peut avoir une très belle hygiène de vie et dans un environnement assez favorable. Et Mm. pourtant, en fait, parce qu'elle a eu, je sais pas, un traumatisme il y a quelques années ou quoi, elle va avoir par exemple constamment des troubles de la digestion ou quelque chose comme ça. Et est-ce que d'après toi, on peut traiter ce type de problème avec l'alimentation ou est-ce qu'il faut forcément passer par des pratiques psychologiques, par exemple le traitement par l'auto-hypnose, par des pratiques un peu plus psychologiques, tu vois? Eh bien, l'exemple que tu as pris, euh, en fait, même dans les exemples que moi j'ai pris, comme l'hypertension par exemple, euh, comme j'ai dit, en fait, je l'ai simplifié en disant une cause. Mais ce que moi j'ai vu tout simplement dans mon expérience, c'est qu'il n'y a jamais une seule cause. Et même si les symptômes ou une maladie se développent suite à un événement qui était très marquant, typiquement, ça ne va pas rester la seule chose. Donc, voilà, si on prend l'exemple que tu as donné, la personne a vécu quelque chose qui était très intense. Euh, Peut-être que c'était un deuil ou une maladie d'un proche, peut-être que c'était une agression, peut-être que c'était le fait qu'elle a été harcelée au travail. Enfin, elle a vécu quelque chose qui était très, très intense et très dur, émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Et suite à ça, ces symptômes sont développés. Eh bien, typiquement, ce que je vois, si on s'arrête qu'à ça, eh ben, on, on pourra améliorer les choses énormément, ça c'est sûr. Le travail, le lien corps-esprit, il est évident. Et le travail avec le mental et même l'inconscient, il est extrêmement puissant. Mais la plupart du temps, ça ne va pas suffire. Et parce que en plus de faire la médecine fonctionnelle, je suis aussi hypnothérapeute. La raison pourquoi, au bout d'un moment, j'ai voulu faire des formations de médecine fonctionnelle, c'est parce que je voyais bien qu'avec l'hypnothérapie, même si ça paraissait un outil formidable qui peut tout faire, eh bien non.
ça ne suffisait pas. Il y avait des choses qui s'amélioraient beaucoup, mais jamais complètement. Donc, l'exemple que tu as mis, il est très parlant parce que, en plus, notre intestin, c'est quelque chose qui va, pour certaines personnes, ça va beaucoup réagir au vécu. Et aussi, ce n'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours eu une période et suite à ça, ça va pas. Ça peut être les choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Et aussi, ça peut être des choses dont on se rend même pas compte que c'était très important pour nous. Typiquement, Hmm. par exemple, ce sont des choses comme des déménagements. Une personne qui a beaucoup déménagé, mais c'était pas mauvais en fait, c'est juste que parce que bah, sa famille a vécu comme ça. Mais je lui dis, mais à chaque fois, c'est quand même un déracinement. À chaque fois, il y a un challenge de se réintégrer, de replanter ses racines, de se réorganiser, de retrouver ses repères. Donc, notamment quand on déménage beaucoup, quand on est petit, ça peut être quelque chose qui finalement nous impacte plus que ce qu'on ne pense. Ou ça peut être même des choses qui sont peut-être un peu plus négatives. Euh, une relation peut-être qui était difficile avec un parent ou avec une autre personne de l'entourage, mais que, fur et à mesure, on l'a un petit peu, ouais, mais bon, maintenant je suis grande, c'est pas Hmm. grave. Donc ça peut être aussi quelque chose dont on ne se rend pas compte. Typiquement, il n'y a pas que ça. Typiquement, il y aura aussi des choses qui ont ajouté. Moi, je parle souvent d'un sort de bol de tolérance, un bol de tolérance dans notre corps, dans lequel un vécu émotionnel, traumatique très fort, et ben, ça le remplit bien. Mais typiquement, c'est pas la seule chose qui l'a rempli. Il y a d'autres choses qui ont participé pour fragiliser le terrain, pour préparer le matelas pour l'installation du problème de santé. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas encore vu quelqu'un où il y avait que ça, où il y avait que, bah voilà, vous avez vécu quelque chose de dur, donc c'est normal que vous ayez ça. Enfin, c'est pas normal, mais en gros, vous avez quelque chose de dur et c'est pour ça que vous avez ça. Donc en gros, intégrez votre vécu et ça sera bon. Juste, il y a même cette semaine, j'ai rencontré une jeune femme qui, euh, qui a vécu un deuil, une maladie de son papa, qui était très dure, très fulgurante. Et donc, par la suite, son papa, malheureusement, il est décédé. Et suite à ça, elle a commencé à développer des symptômes qui ont plus tard été diagnostiqués comme fibromyalgie. Et donc, pendant très longtemps, elle a entendu, mais oui, c'était tellement dur ce que vous avez vécu, donc c'est un peu comme votre corps, il a mal pour vous. Et des années plus tard, enfin, on lui a diagnostiqué une maladie de Lyme. Donc, le deuil qu'elle a vécu, sans doute que c'était quelque chose qui a été énormément impactant parce que quand on vit quelque chose d'intense, ben, notre système immunitaire est perturbé, les hormones de stress perturbent le système, enfin perturbent, ils changent le fonctionnement du système immunitaire. Donc, quand on vit quelque chose de très intense, notre système immunitaire est impacté. Est-ce que ça a pu jouer dans le fait que sa maladie de Lyme a progressé, est devenue chronique, est devenue difficile à gérer pour le corps, c'est possible, mais c'est pour te dire que j'ai pas encore rencontré quelqu'un où le vécu seulement, le psychologique uniquement explique tout. Hmm. Je pense vraiment que l'être humain est plus costaud que ça. Et quand on a quand on a une souffrance émotionnelle qui s'installe et qui peut se montrer aussi comme bien sûr des symptômes physiques, euh, il y a peut-être autre chose en plus. Donc, Intéressant. pour répondre du coup concrètement à ta question, je pense que travailler sur le mental, sur l'émotionnel, voilà, avec l'hypnose, microkiné, des choses énergétiques, psychothérapie, enfin, toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, eh bien, à mon avis, ça sera toujours utile. Selon la personne et selon la méthode, il peut y avoir des choses plus ou moins adaptées. Euh, mais à mon avis, si on veut vraiment aller jusqu'à top de la forme, jusqu'à notre vrai potentiel, eh bien, on ne peut pas oublier le physique et se concentrer que sur le mental et vice-versa. On ne peut pas oublier le mental et se concentrer que sur le physique. Hmm. Super intéressant. Est-ce que justement, tu peux développer un petit peu cette relation corps-esprit, corps-mental?
Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me passionne et tu en parlais tout à l'heure en début de podcast, du côté du fait que tu es beaucoup centré en ce moment sur la loi d'attraction, sur la guérison du pouvoir, enfin la guérison par l'esprit, ce genre de choses. Et pendant un long moment, je me suis intéressé aussi à ça avec les travaux du docteur Joe Dispenza notamment. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. J'ai lu ses 4 livres, je les ai lus, relus. J'ai pratiqué pendant plus d'un an ces méditations aussi, les méditations des centres énergétiques, sur la glande pinéale, etc. Euh, Toi, est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça, une expérience de guérison, quelque chose tu vois, vraiment transcendantal avec ce... Est-ce que tu as déjà fait des pratiques déjà de méditation, des choses un petit peu euh, très portées sur un peu ce que fait Joe Dispenza, tu vois? Alors, j'ai pas fait des formations avec lui. Je suis professeure de méditation Ah, certifiée. Donc, oui, ce sont des pratiques que je fais régulièrement, enfin tous les jours, en fait, tout, sans exception. Après, ça change un petit peu des jours et aussi, comme je t'ai dit, selon ce que je fais en ce moment, bah, ça va changer des techniques. Parce que si je suis aussi quelqu'un qui peut s'ennuyer avec la même chose et donc j'ai besoin que ça change et j'ai besoin que ça évolue et des fois, je peux revenir sur l'ancien, mais au bout d'un moment, il me faut du nouveau. ouais. Euh, alors, moi personnellement, euh, j'ai vécu un truc que je pense que beaucoup de monde a vécu. Euh, J'avais des verrues sur les pieds et, j'avais fait un traitement avec une lotion médicamenteuse, mais c'est très très long et très pénible, il faut le faire tous les jours. Et donc, je le savais, hein, parce que c'est quelque chose qui se sait, il y a des gens qui vont consulter des énergéticiens ou magnétiseurs et les verrues tombent. Bon, moi, je crois en pouvoir d'esprit et je crois dans les choses qui ne sont pas explicables, mais j'étais quand même sceptique. J'ai- Enfin, j'y croyais parce que sinon, je n'y serais pas allée, mais en fait, clairement, je m'imaginais que bah, peut-être que ça peut aider, mais enfin, clairement, je ne voyais pas comment ça doit se faire. Et donc, j'avais fait une séance avec une énergéticienne qui était très agréable, où je me suis endormie, clairement. Ça ressemblait un peu à une sorte de petite méditation guidée au début, et par la suite, il restait juste la jolie musique, et moi, j'avais les yeux fermés, et elle devait, je sais pas ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle passait les mains à côté de mon corps, mais en tout cas, c'était pas quelque chose que j'ai senti. Et dans la semaine qui a suivi, eh bien, mes virus sont tombés. Donc, comment expliquer ça scientifiquement? Moi, j'ai pas d'explication. Euh, et, et en fait, je sais plus de quelle c'est une citation, j'ai oublié, mais il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit que euh, la magie, c'est la science, mais qui n'est pas encore accessible à nous. Ah, on me dit quelque chose. C'est pas du Einstein ou quelque chose comme ça? Ah, c'est possible. En tout cas, c'est Ouais. quelqu'un de Un grand bien. penseur, ouais. Voilà. Donc, finalement, si on réfléchit à qu'est-ce qui est disponible pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu complètement naturel et quotidien, eh bien, il y a 200 ans, ça aurait été vu comme de la sorcellerie ou comme de la magie. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, pas parce que ça n'existe pas ou parce que c'est uniquement un effet placebo ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a juste pas encore pu prouver. Donc ça, c'était mon expérience personnelle. J'ai eu beaucoup de retours des gens avec qui j'ai travaillé sur des différentes techniques. Donc, euh, clairement, c'est pour ça aussi, ce sont des choses que je vais facilement conseiller quand la personne, euh, euh, quand, 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 quand une personne vient me voir et moi, je vais facilement lui conseiller de voir d'autres personnes en plus, en parallèle, qui font des choses que moi, je ne sais pas faire et qui font des choses qui peuvent agir sous un autre angle. Et même si on ne saura pas quel conseil ou quelle approche a marché le mieux, bah, tant qu'à faire, vaut mieux tout explorer, quoi. Hmm. Mais oui, en tout cas, moi, euh, enfin, je crois complètement que c'est possible parce que je l'ai vu souvent. Ouais, Sans, je suis fasciné par tu vois, cet effet placebo.
il y a eu pas mal d'études qui ont été faites avec l'effet placebo, où par exemple, on prenait deux personnes et on leur faisait une opération du genou. Il y avait parce qu'ils avaient vraiment un problème, il me semble. Et en fait, il y avait un patient où on faisait vraiment l'opération et l'autre patient faisait juste une ouverture et en fait, on ne touchait absolument rien. Et il y a eu des Mm. études qui ont montré que la personne, elle a réussi à guérir enfin, elle s'est soignée du genou, alors Oui, qu'en fait, oui, c'était, on n'était pas je sais intervenu en plus où fait. c'était, mais c'était même pas un patient de chaque côté, c'était une quinzaine de chaque côté. Et donc, les patients savaient hein, que ça se trouve, ils n'ont pas eu. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils sont dans une étude là-dessus. Et quand la personne se réveillait de l'anesthésie, elle savait pas est-ce qu'elle a été vraiment opérée ou est-ce que c'était une fausse opération. Donc, en fait, ils étaient quand même au courant du fait que, bah, ça se trouve, ils ont pas eu. Et en fait, le côté guérison, en fait, c'était par rapport à leurs symptômes, en fait, la disparition de symptômes. Et dans les deux groupes, le pourcentage de diminution de symptômes était le même. Donc, le genou ne s'était pas complètement refait à nouveau, Hmm. mais la perception, en tout cas, d'amélioration était la même dans les deux groupes. Ouais. Et je crois que ça, c'était en Europe, en tout cas. Je sais plus dans quel pays ils l'ont fait, mais oui. Hmm. Ouais, j'ai Ouais. beaucoup regardé aussi des témoignages du docteur Joe Dispenza où, tu sais, dans ses séminaires, il fait des retraites de une semaine avec des méditations. Et il y a eu des cas comme ça de personnes, des personnes qui étaient aveugles, qui ont retrouvé la vue, des espèces de guérisons spontanées. Bruce Lipton aussi, le docteur Bruce Lipton en parle énormément de ce genre de guérison spontanée où on ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme si le cerveau, le corps recevait un espèce de téléchargement, une mise à jour. Et Ouais. d'un coup, en fait, la maladie disparaît et on ne comprend pas. En fait, on n'arrive toujours pas à mettre un doigt sur ça. Et, du coup, des fois, je me demande jusqu'à où peut aller le pouvoir d'esprit parce que tu as aussi un groupe religieux aux États-Unis, par exemple, qui se font mordre par des serpents venimeux ou qui boivent de la strychnine, qui est un poison mortel que tout individu mourrait. Et en fait, ils sont tellement dans un état de transe, ils se sentent tellement protégés par la foi de Dieu, protégés par le divin, qu'en fait, ce sont des personnes qui vont boire la strychnine ou se faire mordre en direct et il ne va rien leur arriver. Et moi, je me dis, c'est incroyable quand même. Et même si tu prends par exemple la Bible, tu prends les écrits par exemple de Jésus qui te dit si tu as la foi, alors tu pourras tout accomplir, lève-toi et marche. Tu vois, toutes ces histoires qui sont dans la Bible de guérison spontanée, de la lèpre, de l'aveugle, etc. Et bien en fait, on se dit que soit tu peux croire que c'est juste une simple religion, que c'est du blabla, soit tu te Mm. dis, au vu aussi de ce qui s'est passé et des études scientifiques qu'on a faites, il y a quand même quelque chose à réfléchir. Bah oui, On a quelque chose en nous qui c'est est comme, extrêmement puissant et qu'on ne comprend pas encore pour l'instant. bah, c'est comme Wim Hof. Je sais pas si tu vois qui c'est, Oui, Wim Hof. Bah, pareil, et là, c'était un truc qui était bien contrôlé scientifiquement, où il se faisait injecter des bactéries de type tuberculose ou quoi que ce soit, enfin des bactéries suite auxquelles on développe des infections assez impressionnantes et donc zéro réaction, quoi. Son corps, c'est comme si on l'avait injecté. Donc, hmm, et je crois qu'ils l'ont fait avec lui, ils l'ont fait avec plusieurs personnes qui ont suivi sa retraite. Ouais. ouais. Donc, Oui, ouais, ils le avaient pouvoir fait de cette l'esprit, expérience avec une vingtaine de personnes. oui. Et, Ouais, le pouvoir de l'esprit, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Il y a énormément de choses qu'on comprend pas. Et tout ça, enfin, et moi, je pense que si on le comprend pas, c'est parce que c'est plus intelligent que nous. Donc, ouais, et nous, comme on se croit les plus intelligents, bah forcément, on va pas être très ouvert à apprendre de nouvelles choses. C'est toujours comme ça, hein. hmm, Pour apprendre, il faut d'abord se dire que je ne sais pas tout. Et exactement. C'est le début de la sagesse, hein. c'est ça. Et, Un peu, du encore coup, beaucoup tu de vois, choses. avec toutes ces expériences que tu as pu voir, tu vois, ce genre tout ce dont on vient de parler, est-ce que du coup, ça t'a ouvert à une certaine spiritualité, ou peut-être que tu l'étais déjà avant? Est-ce que tu te dis, il y a une intelligence derrière tout ça, il y a un créateur, il y a un Dieu, c'est quoi un petit peu toi, ta vision du coup du monde, du cosmos, de l'invisible? Ah oui, alors moi quand j'étais du coup petite, bah, mon père il est catholique, donc ma mère elle est un peu comme ce que je suis aujourd'hui, donc elle n'est pas athée mais elle n'était pas religieuse.
Ça ne la dérangeait pas qu'on allait en église, mais en tout cas, j'étais élevée dans la religion catholique. Et en fait, plus j'étais grande, plus je m'éloignais de ça. Et au début, c'était tout simplement par les incongruences qui étaient dans la Bible et la haine que je ressentais envers la femme avec laquelle je n'arrivais pas à m'identifier. Et je pense que effectivement, alors premièrement, je pense qu'une personne qui est vraiment 100% athée, qui ne croit en rien de spirituel, en rien qui peut être vraiment plus grand que nous, c'est une personne qui risque de manquer un petit peu en tout cas une partie de nuance, de sens de la vie. Et je pense que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre existence. Euh, donc, j'ai pas forcément une divinité définie, donc je ne me vois pas comme religieuse parce que actuellement il y a aucune religion avec laquelle je peux m'identifier. En revanche, si je crois qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intelligent que nous, et est-ce que c'est juste que la définition du Dieu qu'il existe actuellement, elle me parle moins, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de notre intelligence. Et j'ai pas vraiment de nom pour ça. Donc, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le cosmos? Enfin, je ne sais pas. Mais si, je crois tout à fait qu'il y a une intelligence qui est qui est plus large, plus complète que la nôtre, et à laquelle on peut accéder quand, en partie, quand on fait, par exemple, des pratiques de méditation profonde, de prière, parce que ce que les personnes racontent quand ils sont dans ces états modifiés de conscience, il y a régulièrement des récits qui se rejoignent, qui voient une sorte de unisson de tout, de toute l'humanité, des planètes et du cosmos. Et donc, je pense que ce sont des petites ouvertures envers cette intelligence, cette divinité, ce quelque chose de plus global. Ce sont des petites ouvertures qui nous sont accessibles de notre point humain. Et puis, comme je t'ai dit, je viens de faire le programme Silva. Là, on travaille beaucoup avec l'intuition. Là, on travaille beaucoup avec le pouvoir d'esprit et le pouvoir des capacités mentales. Et rien qu'en faisant des petits exercices qu'on fait pendant le programme, c'est impressionnant. Par exemple, un des exercices, c'est qu'on doit se mettre dans l'état qu'il appelle le centre, qui est un état semblable à un état de conscience de méditation profonde. Et par la suite, on nous présente une personne juste avec son nom, âge et location. Et dans l'exercice, on doit visualiser cette personne et on doit voir tout simplement ce qui se présente. Et au début, quand on commence, on n'aura pas forcément raison à chaque fois. La plupart du temps, on aura même tort. Mais des fois, les choses qu'on voit, ils sont tellement impressionnants qu'on ne peut pas l'expliquer différemment que par cette intelligence plus élevée. Je te donne un exemple. Le premier, alors j'ai eu plein d'exemples où j'ai pas vu tout ça. Et en fait, c'est juste pour te dire que ce sont des personnes qui soumettent leur cas volontairement. Et donc, nous, on a au début accès juste au nom, âge et location. Et par la suite, on peut lire, par contre, tout ce que la personne a décrit. Et donc, le premier cas que j'ai eu, c'était un nom d'un monsieur, le nom qui paraissait asiatique. Le monsieur, il était aux États-Unis. Donc oui, on a aussi âge, sexe, nom et location. Donc un prénom qui paraissait asiatique, location, c'était les États-Unis à Atlanta et l'âge était 56 ans. Et donc moi, j'ai vu l'idée qui m'est venue ou l'image qui m'est venue, c'était un monsieur qui était plutôt petit, souriant, chauve, qui avait une canne et en fait, quand je l'observais, j'avais l'impression au niveau de sa poitrine, c'est noir. Hein, c'est ce qui m'est venu. Et donc, par la suite, quand je lis la description, la personne était décrite comme plutôt de taille petite. Il faisait 1,60 m et quelques, donc plutôt petit pour un homme. Il était chauve.
Et il était actuellement en traitement pour un cancer de poumon, alors qu'il n'a jamais fumé. Donc, comment tu expliques ça? Ok, oui, d'accord, ça aurait pu être trois coïncidences. Que je vois un monsieur. Ah oui, que c'était enfin, que c'était décrit comme quelqu'un qui était particulièrement gentil et qui était enfin, toujours très aimé. Donc oui, il peut y avoir quatre coïncidences, mais par la suite, le deuxième ou troisième cas que j'ai eu, c'était un monsieur qui était un peu plus jeune, fin quarantaine, aussi aux États-Unis. Euh, et là, par contre, je voyais quelqu'un qui était très grand, très mince. Je l'imaginais habillé en costard et je le voyais très triste. Et par la suite, dans la description, il avait un problème médical que je n'ai pas vu. C'était une insuffisance rénale, une insuffisance de ses reins. Euh, C'était un car salesman, un vendeur des voitures. Donc, du coup, je me dis, ah oui, donc le costard, ouais, peut-être. Hmm. Il était grand, il faisait 1,90 m, il était mince. Et dans la description, à part le fait qu'il a une maladie rénale, c'était marqué qu'il il ne parle plus à son frère depuis le mariage de ce dernier et que ça les fait beaucoup souffrir. Et donc, moi, ce que j'avais vu, c'était la grande tristesse. Donc, j'aurais pu continuer à m'imaginer des petits bonshommes avec une canne et qui sourient, quoi. Donc, il y a beaucoup, enfin, ça peut peut-être être un peu voodoo pour certains, mais en fait, ce sont les choses qui font que on ne peut pas s'expliquer différemment. Et Hmm. enfin, un dernier exemple, moi, j'ai soumis le cas de mon fils, donc avec sa maladie génétique qui fait qu'il a un visage qui est formé différemment. Et donc, il y a juste le prénom, hein, je n'ai pas mis que c'est mon fils, prénom, âge, location, France. Et en fait, il y a une des personnes qui a fait ce programme avec moi, mais avec qui j'ai jamais parlé. En fait, elle est tombée sur ce cas et elle a juste écrit son témoignage comme quoi elle était choquée parce qu'elle a commencé à travailler sur un cas d'un petit garçon de 6 ans et quand elle l'imaginait, elle disait mais c'était trop bizarre, il avait l'air trop bizarre, il n'avait pas de cheveux alors qu'il a 6 ans, il avait des yeux trop petits et il était beaucoup trop petit, je comprenais pas, ça doit être un bébé, donc je me suis dit oh bah ça marche pas ma vision. Et par la suite, elle a lu la description et dans la description c'était marqué tac 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 tac, il y avait que ça. Donc elle m'a jamais parlé, elle a jamais vu Maxime, elle a jamais su de son cas et elle a vu les choses qu'on n'imagine pas quand on pense à un petit garçon. C'est Donc, dingue. c'est assez dingue. Donc, je pense que le pouvoir d'esprit, il est... oh, excusez-moi. Oh, hop. Ouais, mais effectivement, je suis un peu en retard. Comment je reviens? Ah oui, c'est bon. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est. Moi, enfin, moi, j'ai tellement vu de cas, de témoignages qu'au bout d'un moment, enfin, t'y crois. Et par exemple, pour te partager, moi aussi, j'aime beaucoup l'intuition. J'essaie de le développer à travers les rêves. Je suis plus dans les rêves. J'ai Yes, souvent j'avais fait fait ça aussi. bah, si tu veux, on peut en discuter. Par exemple, je vais te partager deux expériences. La première, c'est quand j'habitais encore sur Marseille, j'avais eu deux synchronicités qui montraient qu'il était temps pour moi de quitter la ville. C'était mon employeur qui voulait pas me garder. C'était pas très sympathique. Et mon propriétaire qui m'a dit, tu vas devoir rendre l'appartement dans quelques mois parce que ma fille va la récupérer pour ses études. Moi, j'étais assez. Là, je me suis un peu calmé, mais j'étais très, très dans la spiritualité. Donc, pour moi, j'ai vu ça comme des synchronicités, des signes. Et puis, j'avais envie de partir aussi de Marseille parce que j'en avais marre. Et du coup, je voulais rester dans le sud, mais je ne savais pas où habiter, en fait. Donc, tous les jours, je regardais la carte de France et je regardais les villes et je disais, bon, là, ça pourrait être bien, là, je ne sais pas, etc. Et une nuit, en rêve, je vois mon frère. Et derrière lui, je vois les arènes de Nîmes. Et mon frère, il me dit dans le rêve, il me dit, c'est trop bien, Nîmes, c'est comme les Spartiates. Et moi, j'aime beaucoup le côté gladiator, tu vois, ce côté Grèce antique, la Rome antique. J'adore ces monuments. Et je me réveille le matin très perplexe.
Et en plus, je connaissais pas la ville, tu vois, je savais pas spécialement qu'il y avait des arènes dans Nîmes. Et Ah peut-être oui, que je, tu savais même pas qu'il y a le. enfin peut-être, mais je sais pas, tu vois, je veux dire, je connais pas plus la ville que ça. Peut-être que j'ai Oui, dû voir une photo un jour où il y avait des arènes, mais je connais pas plus la ville que ça. Et du coup, je tape sur Google Nîmes. Je vois les arènes, je vois la maison carrée, je vois vraiment que c'est très porté sur l'influence de la Rome. ouais, ouais. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, bah, j'irai là-bas. Et c'est un truc de fou parce que quand tu écoutes ton intuition, quand tu l'écoutes et après tout est fluide. Il m'est arrivé plein d'autres trucs. Par exemple, le jour où je vais visiter deux appartements à quelques kilomètres de Nîmes, je tombe sur une grosse affiche publicitaire où il y a écrit Ici, votre nouvelle vie commence. Je tombe sur une maison. Là, j'habite dans un endroit qui est idéal. Je suis excentré de la ville. Tu n'entends pas un bruit. Tu es près de la nature. J'ai ma terrasse, j'ai mon figuier dont on parlait tout à l'heure. Enfin, j'ai même un barnum où je peux faire mes tractions, je fais mes anneaux, etc. Enfin, tout a été fluide après, même au niveau professionnel, tout s'est bien passé. Et c'est vraiment ça dont j'ai pris conscience, c'est que tu sais en fait que tu es sur la bonne voie, entre guillemets, quand tu écoutes vraiment tes intuitions, quand tu écoutes, ce qu'il y a dans tes tripes, quoi. Ah oui. Et puis, il y avait un autre exemple avec les rêves. Alors là, c'était plus un rêve prémonitoire, c'est qu'en fait, je rêve, en fait, parce que j'ai une guitare. Et dans mon rêve, j'arrive dans une chambre que je ne connais pas. Je vais pour prendre la guitare et en fait, je me rends compte qu'en bas du manche, la guitare est fêlée, elle est cassée. Et là, je vais pour engueuler mes frères, je dis, ouais, qui c'est qui a cassé ma guitare, etc. Et le rêve s'arrête là. Je me réveille le même jour, le matin. J'ouvre la porte de ma chambre et en fait, c'est ce mur-là qui est du placo, tu vois, c'est pas un mur porteur et la guitare est posée contre ce mur. Au moment où j'ouvre la porte, la guitare glisse, ça fait trembler ça fait une vibration dans le mur. La guitare tombe, ça casse une corde. Et là, et je me rappelle en fait du rêve au moment où je ramasse la guitare et là, pendant 20 secondes, je regarde la guitare et je bug, je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu es dans C'est, le rêve ou pas là? ouais, tu te pinces, tu te dis qu'est-ce qui s'est C'est trop passé en fait. fort. Bah, si ça t'intéresse, moi j'avais fait pas mal de temps avec le travail sur les rêves lucides. Tu lis, je pense bien en anglais parce que je crois pas que c'est Oui, traduit en français. C'est Charlie Morley qui a écrit le livre que je sais plus comment il s'appelle, mais un truc qui va être avec rêves lucides. Et bon, il y a beaucoup de livres sur les rêves lucides, mais je trouve que le sien, il est très facile d'accès. Et voilà, tac, 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 très facile à lire. Et quand on travaille sur les rêves lucides, c'est beaucoup de travail, mais il y a aussi des gens à qui ça vient plus naturellement que d'autres. Et par contre, quand on est lucide dans le rêve, waouh, c'est un truc génialissime. C'est vraiment à explorer. Là, je le fais un petit peu moins parce que ça demande en fait beaucoup de travail dans la journée. En tout cas pour moi, parce que, en tout cas, j'étais pas très douée. Euh, oui, parce mais que dans la journée, il faut faire des tests de réalité, etc. c'est ça, les tests d'oralité, en fait, il faut s'entraîner en gros à tout le temps questionner est-ce que je suis pas dans le rêve. Il faut faire pas mal de petites choses pour que ça devienne automatique, pour que dans le rêve, tu puisses le faire. Il faut noter tous ces rêves, donc il faut se réveiller tout de suite, tac, 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 noter. Donc voilà, ça, c'était un moment un peu plus propice. Après, quand j'ai eu mon deuxième enfant, quand on se réveille la nuit, clairement, on pense pas à noter son rêve. Euh, et c'est un truc que je référais hein, parce que c'était juste génialissime la sensation qu'on a quand on est lucide dans le rêve. Enfin, j'ai pas testé toutes les drogues, mais franchement, je pense que c'est meilleur que n'importe quelle drogue. Clairement, on n'a pas besoin de psychodélique quand on fait ça. Euh, mais oui, si ça t'intéresse, ça peut être assez cool à explorer. Je suis désolée, je vais devoir y aller parce qu'il y a des Il n'y gens a pas arrivés de souci. de l'école. D'accord. J'avais prévu jusqu'à encore une bonne demi-heure, mais c'est pas grave. Il n'y a Je pas suis de désolée, je souci. t'avais dit 1h30, ça va être un peu juste pour moi. Je m'en rappelais plus du tout, tu vois. Bah écoute, c'est pas grave. Tu sais, en tout cas, t'es la bienvenue pour un prochain épisode sur le Ah Circadien bah, Podcast. avec plaisir. Je trouve que ça va. On n'est pas trop gêné pour trouver des sujets à échanger. Non, Non, ça, il y a encore ça, plein de choses ça dont on semble, pourrait parler, ouais. ouais, ça semble être assez facile d'accès. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps.
Merci à toi, c'était vraiment super d'échanger avec toi. En tout cas, profite bien de ton pèlerinage, de ton voyage Ouais. pèlerinage. Enfin, je vais m'abonner en tout cas à ton compte, comme ça peut-être que je serai un peu plus au courant, hein. Et oui, avec plaisir pour un autre échange comme ça. Bah, merci beaucoup. Et puis au plaisir aussi. À bientôt. À bientôt.